bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. J'ai toujours à mes côtés le co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Marc Picric. Salut Marc. Salut Hermano, salut Olivier. On l'a dit hier, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler du positionnement du ou de la cycliste sur sa machine. Toi qui connais bien justement les machines et notamment les machines carbone, comment elles sont conçues, comment elles sont façonnées, comment elles sont réparer si c'était nécessaire. Comment est-ce que on s'oriente vers le bike fitting ? Alors le bike fitting c'était de nouveau un concours de circonstances et puis c'est vrai que c'était toujours intéressant de savoir comment le cycliste travaille sur le vélo, comment tout ça fonctionne. C'est comme tout triathlète, on aime bien se poser des questions et comprendre comment ça fonctionne. Et puis une fois qu'on comprend, on cherche à optimiser. Comme beaucoup de triathlètes, on cherche à faire le mieux avec ce qu'on a. Et puis il y a tout un tas de réflexions qui apparaissent à ce moment-là. Donc moi je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était évidemment éviter les douleurs, mais surtout après optimiser la puissance et puis optimiser aussi l'aéro, donc ça j'imagine qu'on en reparlera aussi. Justement, parlons-en déjà maintenant un petit peu dans l'objectif du bike fitting, c'est comment optimiser la puissance, l'aéro par rapport au positionnement de l'athlète sur son vélo. Est-ce que suivant une position plutôt allongée, plutôt relevée, plutôt pliée en deux, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une meilleure qualité de pédalage et une meilleure transmission d'effort ? Alors c'est un vaste sujet évidemment. Alors il y a d'abord la première règle qu'il faut appliquer, je pense, c'est de se dire qu'il faut pas souffrir pour rien. Il y a beaucoup de cyclistes et voilà de sport. Ah bon, ça marche pas malheureusement. Donc il y a beaucoup. On m'a toujours dit qu'il faut souffrir pour être beau et fort, non ? C'était des bêtises. C'est vrai que c'est une idée reçue, c'est très puissant, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut donc souffrir ou savoir souffrir pour pouvoir être bon en vélo. Et c'est tout à fait erroné puisque en fait quand on va commencer à souffrir, on va pas pouvoir produire la puissance qu'on devrait pouvoir produire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de se dire, c'est que on peut produire de la puissance que si on est un minimum confortable sur le vélo. Donc si on est bien placé, qu'on a les bons angles, qu'on est bien posé sur le vélo, on peut commencer à exprimer son potentiel. Et tant que ça c'est pas fait, on est vraiment empêché toute une partie qu'on peut pas exprimer. Donc ça c'est la première chose. Après je pense qu'il faut, excuse-moi je t'interromps, mais il faut quand même peut-être revoir la définition de la souffrance alors, parce que il y a la souffrance parce que t'es mal sur ton vélo et que t'as pas une bonne position, et puis après il y a rien à faire au-delà tu te fais un sprint ou tu te fais un peu du mal, tu montes dans le rouge. Tu souffres un petit peu quoi sur tes séances tes séances de PMA, tu vois tes tests à l'effort, enfin voilà, il y a quand même un petit peu de souffrance. Ouais, c'est évident. Donc évidemment, quand je parlais de souffrance, c'était la souffrance inutile. Donc tout ce qui est points d'appui qui sont douloureux, avec mal au poignet, mal à l'assise, mal au genou, enfin toutes des choses comme ça qui sont tout à fait inutiles. Évidemment, quand on va faire du sport et certainement quand on va se donner des gros entraînements ou des compétitions, on va d'office souffrir, ça va brûler. Évidemment, on connaît tout ça. Mais ça sont des douleurs qui sont entre guillemets utiles, en tout cas liées à l'activité physique et pas liées à la position ou à la contrainte qu'on peut donner sur le corps. Donc ça c'est vraiment quelque chose à distinguer, c'est évident, mais c'est important de le dire, c'est sûr. Et donc souffrir oui, mais pas souffrir à cause d'une mauvaise position, ça c'est important. D'autre part, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe quand on pédale et ce qu'on veut vraiment faire. La première chose, c'est que on a souvent des idées reçues par rapport au pédalage et finalement on se pose pas beaucoup de questions alors que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Pédaler, c'est pas du tout quelque chose d'intuitif. C'est pas inné, là aussi je m'insurge, je ne comprends pas. On m'a dit tu vas voir, marcher c'est comme faire du vélo. Déjà ça s'oublie pas et puis c'est tout simple. Mais non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça du tout. Quand on voit les enfants qui débutent en vélo, il y a évidemment un facteur équilibre, mais le fait de pédaler, c'est pas du tout intuitif. Quand on fait des tests sur des gens qui n'ont jamais fait ou très très peu de vélo, on voit qu'ils sont très très vite limités en termes de vélocité, donc la cadence de pédalage, ils sont très vite limités. Ils montent en général à 60 tours minute maximum, ensuite tout se décoordonne, donc c'est quelque chose qui est pas du tout facile à gérer pour
pour le corps, et donc au niveau moteur, c'est pas du tout facile. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, eh bien, il faut savoir ce qu'on veut faire. Quand on pédale, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, évidemment, c'est de transmettre les forces qu'on peut mettre avec les jambes et les pieds sur les pédales, et transmettre tout ça à la roue arrière. Donc, entre-temps, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de pouvoir optimiser et chercher les bonnes solutions. Donc c'est beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait le penser de base. C'est comme la natation, hein. Il suffit pas de juste nager pour être bon. Il faut vraiment travailler la technique et travailler le bon geste. J'en sais quelque chose. Et donc voilà, c'est très important de comprendre et puis de travailler là-dessus. Et justement, c'est là que toi, avec ton expertise sur le bike fitting, tu interviens. Comment est-ce que tu aides les athlètes à être mieux positionnés, encore une fois, pour éviter les douleurs inutiles, et 2, pour pouvoir optimiser la performance? Alors, tout ce qui est douleur, on travaille sur les articulations et sur les amplitudes articulaires. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a évidemment tout l'aspect des points de contact entre les points entre le cycliste et le vélo qui sont au nombre de 3. Il y a le cintre, bien sûr, il y a la selle, évidemment, et puis il y a les pédales. Donc ces 3 points de contact entre le cycliste et le vélo qu'on va essayer de maîtriser dans l'espace pour pouvoir contrôler les amplitudes articulaires. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ça dépend bien sûr de la morphologie de chacun, donc il n'y a pas de règle absolue. Il faut vraiment travailler sur la morphologie de chacun. Et en fait, c'est chaque fois un petit défi de trouver ce qui va fonctionner le mieux pour chacun. Donc vraiment quelque chose de personnalisé. En plus de la morphologie, il y a quand même aussi le type de pratique. Enfin, qu'on fasse du VTT, du vélo de route, qu'on fasse qu'on soit un sprinter, qu'on fasse du contre-la-montre. Encore une fois, ce sera hyper différent. Et les amplitudes, comme tu dis, donc les angles qu'on va avoir entre nos différentes articulations, donc la manière dont je vais tendre mon épaule, par exemple, l'angle que j'ai au niveau du coude, etc. C'est des choses qui vont changer à chaque fois en fonction du vélo, quoi. Bien sûr, ça dépend de la pratique, bien sûr, et puis ça dépend aussi de l'athlète. Donc chaque personne est différente. Moi, je travaille avec des tests de mobilité, donc on fait pratiquement une demi-heure de tests de mobilité pour savoir comment les personnes se déplacent et comment elles bougent avant de pouvoir faire une analyse posturale. Donc c'est quelque chose de fondamental aussi de bien savoir comment la personne fonctionne et de s'intéresser à la personne plutôt que de calquer sur une personne un schéma tout fait et d'appliquer des règles un petit peu faciles et trop rapidement. Donc ça, c'est vraiment important de centrer l'analyse sur la personne, avec évidemment des règles et des principes qui doivent être respectés, mais c'est d'abord s'intéresser à la personne et comment elle fonctionne et essayer de savoir comprendre et puis orienter la personne pour que ça fonctionne le mieux possible. Ouais, moi par exemple, je sais j'ai quelque chose de très particulier, on en a déjà parlé d'ailleurs sur ce podcast, c'est que j'ai tendance à avoir une selle qui est très orientée vers l'avant, donc qui est très penchée en fait vers l'avant, et j'ai un ami qui avait fait le test d'ailleurs de mesurer ça, et on était à peu près à 17 degrés, donc ce qui est énorme, ce qui est d'ailleurs pas homologué par l'UCI. Bon, après je cours pas dans ce genre de compétition, donc c'est pas un problème pour moi, mais effectivement, à chaque fois que les gens voient ma selle, ils s'étonnent et ils se disent mais attends, comment tu fais? Faut que tu fasses une étude posturale. Et pourtant moi ça fait 5-6 ans que je roule avec des selles qui systématiquement sont très fort penchées vers l'avant, et parce que c'est une question d'habitude aussi, et je pense que voilà, moi c'est quelque chose qui me convient. Donc comme tu dis, ça dépend énormément de la personne. Oui, c'est ça. Et puis dans ton cas, c'est assez logique. Tu as une position très agressive, spécialement en vélo de chrono, tout ça. Donc c'est des positions assez extrêmes. Ce sont des positions qui mettent beaucoup de pression sur l'avant du périnée, donc tout ce qui est symphyse pubienne et tout ce qui est tissu mou en dessous. Bien évidemment, ça prend beaucoup de pression. Et pour libérer un peu les pressions à ces endroits-là, c'est un réflexe qui est assez naturel, c'est d'orienter la selle vers le bas. Et donc c'est quelque chose qu'on peut effectivement conseiller dans un premier temps. Bien sûr, il y a d'autres selles qui peuvent déplacer ces pressions et qui peuvent essayer d'aider un petit peu à répartir les pressions de manière beaucoup plus confortable pour éviter aussi de glisser vers l'avant, parce que quand on glisse constamment vers l'avant pour chaque fois devoir se replacer en fond de selle, c'est l'énergie qui est perdue, ce sont des temps de battement dans le pédalage, toutes des choses qui sont un peu perdues, un peu pour rien. Et donc il y a des choses à faire par rapport à ça, c'est sûr, mais
Mais il y a évidemment tout un côté logique dans le fait d'aller orienter la selle vers le bas, ça c'est sûr. Ouais. Et alors justement, comment est-ce que tu opères quand on vient te voir pour faire un bike fitting, une analyse posturale? Tu as brièvement parlé tout à l'heure de prendre le temps pendant une demi-heure avec les personnes pour voir un petit peu comment elles fonctionnent, comment elles pédalent ou autre. Comment ça se passe? Combien de temps ça prend? Et puis, quels sont souvent les résultats? Eh bien, moi je prends quand même pas mal de temps, je prends 3 heures pour une analyse, donc je prends déjà une première demi-heure pour faire tout un tas de tests fonctionnels de mobilité. Donc ça c'est vraiment central pour moi pour démarrer l'analyse, pour savoir un peu ce que j'ai en face de moi et comment appréhender les choses. Ensuite on part de la position actuelle du cycliste, donc on prend son vélo et on analyse un petit peu ce qu'il a déjà fait avec son vélo, la façon dont il roule pour l'instant. Et on transfère cette position-là sur un vélo statique que moi j'utilise pour mesurer tout un tas de choses. Et donc on part de cette position-là, on fait un premier test d'efficacité, donc on fait un test dans lequel on mesure un petit peu tout ce qui se passe quand il pédale, donc l'orientation des forces, l'efficacité du coup de pédale, tout un tas de paramètres qui permettent d'orienter de manière objective un petit peu ce qui se passe avec le cycliste. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on calcule évidemment une position théorique en fonction de la taille de l'athlète, donc de la taille de sa taille à lui, mais la taille de tous ses segments et de toutes ses particularités morphologiques. Et donc là, on commence à travailler sur un modèle théorique de positionnement. C'est un point de départ, parce que c'est pas souvent ce qui va correspondre à 100%, donc c'est vraiment un point de départ théorique. Et puis on va affiner ensemble à la sensation et aussi de nouveau de façon objective en mesurant des choses, ce qui peut correspondre le mieux. Donc ce qui va être le plus efficace, ce qui va être le plus confortable, c'est ce qui va évidemment être retenu. Donc c'est ça qu'on va au final retransposer sur son vélo d'origine. Et ces tests que tu fais, est-ce que c'est des tests que tu fais finalement visuellement par toi-même, ou bien tu as peut-être des softwares, tu filmes la personne qui est en train de rouler et donc tu as automatiquement les angles qui sont donnés via le logiciel? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc on utilise des programmes qui permettent de mesurer tout un tas de choses de manière objective, parce qu'il y a toujours l'œil de l'analyste, ça c'est sûr, mais il y a aussi tout ce qui est mesure objective, parce qu'il y a des choses qui se mesurent avec des appareils, mais qui sont très très difficiles de distinguer à l'œil nu, notamment les pressions au niveau des cales. Donc si on n'a pas d'appareil pour mesurer ces pressions, on sait pas déduire ce qui se passe au niveau des appuis. Même chose pour les selles, on sait pas très bien savoir ce qui se passe au niveau des pressions si on n'a pas de tapis de mesure de pression. Donc ce sont toutes des choses qui sont importantes pour objectiver les choses et pour savoir si une sensation est normale et devrait être considéré comme naturel, ou si jamais c'est vraiment un problème qui peut déboucher sur des pathologies ou sur des risques de blessures ou des risques d'inconfort par la suite. Donc c'est important d'objectiver toujours les choses. Donc ça veut dire que sur le vélo statique dont tu parles, tu as des capteurs de pression pour justement mesurer Oui, donc je travaille avec l'appareil Shimano qui mesure tout un tas de choses, notamment les forces au niveau du pédalage, qui mesure tout un tas de paramètres, les pressions sur les cales, j'ai un tapis de pression pour les selles, j'ai tout un système vidéo pour analyser les angles, etc. Donc c'est toutes des choses qui sont toujours des outils. Donc c'est pas le Graal à chaque fois, mais ce sont tous des outils qui mis l'un à côté de l'autre permettent de se servir de tout ça pour cerner de mieux en mieux ce qui se passe et puis finalement essayer de déduire un optimal, quoi. Donc vraiment c'est la démarche. Et en général les gens qui viennent te voir, en fait tes clients du coup, est-ce que la majorité du temps, est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent parce qu'ils sont pas confortables sur leur vélo, ou voire même qu'ils se blessent, ou bien est-ce que c'est parce qu'ils recherchent de la performance et qu'ils veulent être peut-être plus aéro sur leur vélo par exemple? J'ai tout, donc j'ai des gens qui débutent et qui ont peur de se blesser, donc qui ont pas de problème apparent, mais qui débutent, qui ont pas beaucoup de volume encore et qui veulent intelligemment se prémunir contre les problèmes qui pourraient survenir. Donc ça c'est une bonne démarche. J'ai pas mal de gens qui sont déjà des athlètes confirmés qui veulent optimiser leur position, ou qui ont déjà des inconforts limités, plus ou moins limités, qui veulent supprimer ces inconforts quand ils veulent augmenter leur volume. Et puis des compétiteurs qui veulent la performance à tout prix et qui sont prêts à mettre de côté le confort, sauf que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la performance, donc il faut pas le mettre sur le côté, au contraire, il faut en tenir compte. Donc ce sont toutes des démarches assez différentes, mais qui se rejoignent
autour du confort et autour de ce qui est optimal. Quand on trouve une position optimale, elle correspond aussi bien pour l'athlète qui veut débuter que pour l'athlète qui veut vraiment performer. Alors évidemment, avec l'habitude et avec la pratique, on peut augmenter ou changer certaines choses. On peut commencer à devenir un peu plus souple à certains endroits, à se renforcer au niveau musculaire à certains endroits, notamment tout ce qui est support cervical. Quand on est dans une position très extrême, on porte la tête avec le poids du casque. Ce sont des positions qu'on n'a jamais dans la vie de tous les jours. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, on est de plus en plus tolérant à soutenir cette tête en porte-à-faux. Et donc, ça permet d'augmenter un petit peu l'agressivité de la position. Ce sont des choses qui sont dynamiques, mais il y a beaucoup de choses qui restent assez semblables au fil de la pratique entre un débutant et un confirmé. Oui. Et finalement, cette hyper extension cervicale, c'est comme ça qu'on dit, quand on est en position agressive sur le vélo, et donc on relève le menton, en fait c'est un peu l'opposé de la position qu'on a quand on est sur son smartphone, quand on est debout et qu'on regarde son téléphone. Exactement. Et non mais c'est vrai, c'est marrant, je me suis déjà fait cette réflexion, parce que finalement aujourd'hui je pense que la majorité des gens ils ont plutôt cette tendance à avoir justement le menton un peu rentré comme ça en regardant sur son téléphone, et je crois que c'est quelque chose justement qu'il faut corriger. Et donc je me dis, est-ce que finalement la pratique du vélo, d'autant plus sur des positions un petit peu agressives, est-ce que ça permet justement de contrebalancer un petit peu ça? Oui, bien sûr, ce sont des choses qui sont flagrantes, hein. Donc typiquement le maintien de la tête comme ça en porte-à-faux, c'est quelque chose qui est très très déstabilisant au début. Pour les positions contre la montre, c'est quasiment 9 fois sur 10 que les gens éprouvent des tensions, des douleurs à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, augmenter la distance progressivement. Donc ce sont des choses qu'il faut tenir compte. Mais il n'y a rien qui est impossible. Donc si on s'entraîne régulièrement et progressivement, on va renforcer les muscles qui vont supporter à ce niveau-là. Donc ça va pouvoir aller. Mais au début, ou utiliser son smartphone de façon plus voilà, exactement. Je mettre vers le haut et commencer à faire des exercices, c'est sûr. On le voit aussi souvent au niveau du bassin. Donc on est beaucoup trop sédentaire ici en Europe. Donc du coup, on a vraiment le bassin qui part très très vite en rétroversion et qui est difficile à se placer en antéversion. Donc c'est des choses qu'on voit assez vite et assez fort en vélo, notamment pour tout ce qui est positionnement sur la selle et même positionnement du buste. Quand on a une position de bassin qui est en rétroversion, on ferme vraiment le diaphragme, on ferme la respiration, même la digestion. Donc, ce sont tous des systèmes qui sont vraiment empêchés par la position du bassin. Donc, retrouver une position du bassin optimale, ça permet de libérer les choses et de gagner vraiment le potentiel qu'on a déjà de base et qu'on empêche d'exprimer. Donc, c'est vraiment important aussi. Bon, et alors, si on veut vraiment améliorer nos performances et donc avoir une position plus aéro, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu fonctionnes avec ce type de cycliste? Alors pour tout ce qui est optimisation aéro, donc c'est quelque chose que j'ai travaillé ces dernières années parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de nouveau assez fort. Et donc le gros problème avec ça, c'est que il y avait deux modèles. Donc il y avait soit le modèle on dit ce qui a toujours fonctionné, soi-disant, donc sont on dit, sont des rumeurs, sont des choses que, voilà, culture populaire, donc ça fonctionne bien, parce qu'un tel a fait une belle performance avec ça ou ça. Donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur, parce qu'on sait pas vraiment objectiver ce genre de discours. Et puis, d'autre part, il y a tout ce qui est test en soufflerie, donc, ce sont des tests qui sont très, 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 très chers, et très, très difficiles à mettre en place, surtout pour la plupart des athlètes relativement amateurs. Donc c'est très très difficile d'aller chercher ce genre de test objectif. Et donc on transpose trop souvent et trop vite ce qui fonctionne pour les pros ou certains pros avec des athlètes entre guillemets lambda. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment d'optimiser, d'objectiver les choses au cas par cas. Donc ce que j'essaie de faire, et donc il y a plusieurs approches pour ça. Il y a d'une part les tests terrain, donc on peut utiliser des appareils qui mesurent le vent et donc qui mesurent l'aéro embarqué, donc quand on fait un test terrain. Et puis il y a tout un tas de tests qui peuvent être faits en faisant des simulations en soufflerie virtuelle. Donc c'est ça que je fais aussi. Donc on prend à ce moment-là un scan en 3D de la personne sur sa position de vélo. Donc on prend un scan et puis ce scan, donc ce modèle 3D, on va le passer en soufflerie virtuelle. Donc on va faire tout un tas de calculs avec des programmes spécifiques là-dessus.
Et donc tous ces calculs permettent d'isoler des paramètres importants comme le coefficient d'aérodynamisme et comme la puissance développée à plusieurs vitesses, etc. Donc ce sont des paramètres objectifs et donc on peut comparer ces différentes positions. Donc quand on va travailler de la position aérodynamique, on peut travailler une position, voir si ça correspond au niveau du confort et de l'efficacité au niveau du pédalage, et puis corréler ça avec une optimisation aéro, donc savoir si cette position-là et cette efficacité-là permet d'avoir une bonne pénétration dans l'air. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il faudra jouer sur un petit peu moins d'efficacité et plus d'aéro, ou l'inverse, selon la vitesse et le type de parcours qu'on veut faire. Donc c'est vraiment toutes des choses qui sont très intéressantes et très très chouettes pour moi d'analyser et d'optimiser. C'est vraiment un chouette challenge à chaque fois. Et donc comme tu dis, il y a vraiment alors il y a des positions effectivement ou des matériaux, des types d'équipements, des vélos qui vont permettre d'être un petit peu plus aéro. Il y a des choses qui permettent d'avoir, je pense qu'il y a quand même un vrai consensus aujourd'hui. Par contre, il y a toute une partie où c'est vraiment du cas par cas. C'est vrai qu'on a tendance parfois à voir des gens qui sont relativement débutants avec des casques à pointe, des roues pleines, alors qu'en fait les mecs ils font du dénivelé et ils ont pas forcément la bonne position, parce que le casque à pointe c'est très bien, mais si t'as pas la bonne position en fait il sera anti aéro quoi, parce que ta pointe elle va être si t'as la tête un peu trop penchée dans un sens ou dans l'autre, tu perds complètement le truc quoi. C'est très subtil finalement, et donc exactement. C'est quelque chose qu'il faut millimétrer à partir du moment où tu veux vraiment gagner en performance. Exactement, et quand on veut faire les choses bien, il suffit pas de prendre le dernier casque à la mode et de le mettre sur n'importe qui. Ça dépend de beaucoup de choses, la position du dos, la flexibilité, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, et c'est même à un niveau professionnel, c'est difficile de pouvoir prédire ce qui va vraiment fonctionner. Le mieux encore, c'est de tester et de voir si telle position et tel matériel va vraiment faire une différence ou pas. Parfois on est surpris de résultats, même après en avoir vu beaucoup. Parfois je suis encore surpris par certaines choses qui peuvent se produire, et c'est ça l'avantage de vraiment objectiver et de pas transposer de nouveau toute une façon de penser sur tout le monde. C'est vraiment chaque fois d'étudier au cas par cas ce qui se passe et de comprendre, et puis seulement de prendre des décisions. Donc c'est vraiment important je trouve de le faire de manière honnête et d'objectiver, de comprendre à chaque fois ce qui se passe. Tu parles justement de tester, au-delà du prix d'une telle analyse qui, on l'aura bien compris, est très complète, notamment quand tu passes en soufflerie virtuelle. Est-ce que tu as déjà des retours des premiers athlètes pour qui tu as procédé à ces analyses de posture? Qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'ils ressentent, et quels sont les résultats sur leur performance? Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai pas mal de retours positifs, dans le sens où d'une part on peut le mesurer. Donc quand on corrèle les tests terrain, donc les tests de mesure aéro-terrain avec les tests de mesure aéro en soufflerie virtuelle que je fais, ça se corrèle assez bien. Donc on voit un réel gain dans les deux cas. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéro, c'est quelque chose qui ne se sent pas très bien, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres extérieurs. Quand on est sur un terrain à l'extérieur, il y a le vent qui va jouer, il y a est-ce qu'on a abrité du vent ou pas, si on va avoir beaucoup de relance ou pas, il y a beaucoup de choses qui vont interférer. Donc le ressenti est pas toujours très valide. Par contre, on peut corréler ça avec des mesures de puissance, avec des mesures de vent, météo, etc. Donc on peut mesurer que une position plus aéro va vraiment faire un certain gain en temps sur un même parcours. Donc ça, c'est sûr, c'est objectivé, ça fonctionne vraiment bien. Par contre, évidemment, le ressenti est pas toujours facile à appréhender. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile et d'ailleurs, quand on veut le faire soi-même, donc si on voudrait faire un test aéro soi-même et une optimisation soi-même, c'est difficile de savoir ressentir à 2, 3, 5 watts près ce qui va vraiment fonctionner. C'est très compliqué. Et du coup, après avoir parlé du vélo, de son cadre, d'avoir parlé du positionnement de l'athlète sur son vélo, il nous reste plus qu'à parler des composants du vélo, et notamment de ces petits trous qui nous permettent le contact entre la machine et le sol. Et oui, c'est encore un autre sujet, mais tout à fait, oui. Un autre sujet, et aussi ton troisième projet entre guillemets qui te prend pas mal de temps en ce moment, en tout cas ces dernières années. Donc exactement. On va pouvoir aborder le sujet demain. Oui, tout à fait. Eh bien messieurs, à demain. À demain. À demain, merci.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!